Dans la partie 1 du chapitre 5, on a déterminé expérimentalement ou par simulation la loi d'Ohm pour un générateur linéaire. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser dans le but d'expliquer le point de fonctionnement d'un circuit. On va commencer par la caractéristique d'un récepteur. Donc les récepteurs, ce sont des dipôles qui possèdent deux bornes, comme étant l'image qui est devant vous, c'est un électrolyseur, c'est une cuve qui possède deux électrons et qui peut contenir une solution ionique. Alors l'exemple, je commence par l'exemple de l'électrolyseur qui est un récepteur. L'électrolyseur qu'on symbolise dans un circuit électrique par ce symbole-là, et donc la convention récepteur est la deux pôles AIB. Dans la convention récepteur, la tension UAB et la tension sont représentées par 10 flèches dans le sens opposé. Je peux citer aussi un autre exemple d'un récepteur, le moteur. Vous savez bien sur un moteur, lorsque vous montez un moteur dans un circuit électrique, vous remarquez ou vous observez facilement qu'il tourne. Donc le moteur, c'est un récepteur qui tourne lorsqu'on le branche ou le monte dans un circuit. Donc ces exemples-là, ce sont des récepteurs. On va s'intéresser dans notre leçon à déterminer de la même façon la loi d'Ohm pour l'électrolyseur. Ça veut dire la relation entre la tension entre ces bornes et l'intensité du courant qui est le travail. Donc, deuxièmement, loi d'Ohm pour un récepteur. L'objectif, loi d'Ohm. Pour tracer la caractéristique, le schéma qui le permet de la faire, c'est le schéma qui est devant vous. On a monté entre les points A et B l'électrolyseur qui est le récepteur étudié à l'aide d'un rhéostat. En déplaçant son curseur, on peut changer la valeur de I et on détermine à l'aide d'un voltmètre la valeur de la tension UAB entre les bandes de l'électrolyseur. Ce qui nous permet bien sûr à prendre plusieurs points afin de représenter la caractéristique pour en déduire. Voilà un petit tableau qui nous permet de prendre un couple, les couples IUAB, un ensemble de points qui nous permet de tracer la caractéristique qui va apparaître tout de suite sur l'écran. Vous voyez, la première déduction qu'on peut déduire, si on a dans la tête une comparaison entre cette caractéristique-là et celle du générateur, vous voyez ce que c'est là, elle est ascendante. Elle est formée de deux parties. La partie OM et la partie MN. On peut dire que le fonctionnement de l'électrolyseur dans la partie OM, il n'est pas linéaire, et dans la partie MN, comme vous voyez, elle est linéaire. On peut la modéliser par une relation mathématique simple, donc vous connaissez à définir là. Donc pour la loi d'Ohm, je m'intéresse au fonctionnement linéaire. Là, dans la partie linéaire, lorsque l'électrolyseur fonctionne, pour nous le fonctionnement de l'électrolyseur, c'est le passage du courant électrique. Lorsqu'il fonctionne d'une façon linéaire, on essaye de modéliser cette caractéristique-là par l'équation mathématique, la relation entre UAB et I peut s'écrire de cette manière-là. On va définir de la même manière UAB est égal à des coefficients A et B plus B. Bien sûr, le petit a, toujours le coefficient de proportionnalité entre l'intensité du courant
Et la tension, on peut le déterminer de la même manière. Mathématiquement, A, c'est un coefficient. Mathématiquement, je parle, coefficient directeur de la courbe UAB est égal à une fonction de I. Donc, on détermine de cette manière sa valeur A. Cette fois-ci, on n'a pas le problème avec le signe. Delta U AB, donc, sur delta I, l'unité, bien sûr, on peut calculer la valeur directement à partir de la courbe. Elle est exprimée en volts par mètre selon. Donc la notion, la signification physique de ce coefficient-là ne peut être qu'une résistance interne, on va nommer interne, notée R'. Donc petit a noté. On a l'habitude de noter R', résistance interne du récepteur de l'électrolyseur en étude. Alors, pour l'autre coefficient, le petit p, vous voyez que le petit p, c'est la valeur de la tension entre les bornes, mais là, ça peut être une autre signification. Vous voyez, lorsqu'on applique une tension inférieure à la tension qui correspond au fonctionnement linéaire de ce dépôt-là, vous voyez qu'il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'elle ne permet pas le passage du courant. Donc, pour que, regardez, B est égal, si I est égal à 0, vous voyez, pour UAB inférieur à la valeur indiquée sur le schéma inférieur à E'. Alors, quelle est la définition qu'on peut donner là? Si I est égal à 0, comme je parle ici, en général, le récepteur ne permet pas le passage du courant chaque fois que la tension UAB est inférieure à E'. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'étudier lorsqu'il fonctionne d'une façon linéaire. Donc, si I est égal à 0, UAB est égal à E'. Alors là, n'oubliez pas que je ne m'intéresse pas à la partie OM. Alors là, E', vous voyez que c'est la tension minimale qu'il faut appliquer aux bornes de l'électrolyseur pour qu'il permette le passage du courant. Donc, c'est le générateur qui doit appliquer ça. Ce n'est pas une tension qui se trouve entre ces bornes, c'est l'état vide. Donc, E', la tension minimale qu'il faut appliquer aux bornes de l'électrolyseur pour que le courant qui le traverse soit différent de 0 pour permettre le passage du courant. Donc cette tension-là est appelée, donc E' est appelée force contre-électromotrice de l'électrolyseur. E', on a l'habitude de la noter E' pour faire une différence entre la force contre-électromotrice et la force électromotrice d'un générateur. Force contre, cette fois-ci, électromotrice. Électromotrice de l'électrolyseur, la force contre-électromotrice. Donc c'est la tension qu'il faut appliquer, la tension minimale qu'il faut appliquer entre les bornes du récepteur, l'électrolyseur, pour qu'il permette le passage du courant électrique. Donc à partir de cette étude qui est simple, on peut en déduire la loi d'Ohm pour un récepteur. La loi d'Ohm pour un récepteur, le récepteur qui est l'électrolyseur, ça sera la même chose pour un moteur, AB,
dans la convention récepteur UAB, donc la tension UAB, vous voyez, elle est considérée comme un récepteur, est égale E', la force contre-électromotrice, la tension que vous devez appliquer pour que l'électrolyseur permet le passage du courant électrique. Donc on va se poser la question, pourquoi on a parlé des dipôles actifs et là on est en train de déterminer la caractéristique d'un récepteur? Tout simplement pour étudier des simples circuits et pour voir ou définir le point de fonctionnement. Donc, grand 3, le point de fonctionnement d'un circuit. Grand 3, je cherche la couleur bleue. Grand 3, point de fonctionnement. D'un circuit. Voilà. Le point de fonctionnement, je m'intéresse dans un premier temps à l'association, comme l'image indique, l'association entre un conducteur ohmique et un générateur. Petit 1, association bon, j'essaie d'utiliser des symboles. Un générateur, maintenant, il est caractérisé par une force électromotrice E, une résistance interne, et un conducteur ohmique est caractérisé par une résistance R. Voilà, on a associé, l'image là indique l'association de deux dipôles, un dipôle actif et un dipôle passif. Je redessine le schéma. J'essaie de le redessiner dans le but de flécher le circuit. Donc il faut savoir flécher le circuit. Maintenant, vous avez un dipôle actif dans la convention récepteur, les pôles PN, les pôles AP. Alors là, dans la convention générateur, le courant, le sens conventionnel du courant sort de la borne positive du générateur, entre par la borne A du générateur, la tension UAP, ou bien UPN tout d'abord, UPN, UAP. Les points PA et A ont le même potentiel, donc on peut en déduire que la tension entre les bornes de la pile ou du générateur représente la même tension. Alors là, le but, c'est nous voulons définir le point de fonctionnement de ce circuit-là. Alors le point de fonctionnement de ce circuit-là, on va se baser dans un premier temps sur les caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord le point de fonctionnement? Le point de fonctionnement nous donne une idée sur l'état de fonctionnement. Le point de fonctionnement, d'un circuit, c'est un couple représenté par le point F de coordonnées IF, UF, qui indique l'état de fonctionnement de chacun des dipôles. Indique, il vous donne une idée, indique l'état de fonctionnement de chacun des dipôles. Alors, ça veut dire là, on va poser une petite question. Est-ce que le circuit fonctionne normalement? Alors là, je peux déterminer dans un premier temps, ce point de fonctionnement de ce circuit-là avec la méthode graphique. Nous avons déjà les caractéristiques, on trace les caractéristiques dans le même graphe comme vous voyez dans l'image.
Alors, détermination de f par la méthode graphique. Du point F caractérisé par le couple IF-UF par la méthode graphique. Voilà. Vous voyez, donc vous voyez c'est le point d'intersection des deux caractéristiques. Pour notre étude là, le point de fonctionnement F a pour coordonnées IF à peu près là 0,2, donc j'essaie de 0,2, vous pouvez remarquer 0,2 volts, et la tension de fonctionnement de ce circuit là UF est égale 4 volts. La question posée maintenant, est-ce que dans un bon état, est-ce que le circuit est dans un bon état de fonctionnement? Le point, les coordonnées me dit oui. Pourquoi? Parce que IF est inférieur à la valeur maximale que peut supporter l'un Imax. Ça veut dire là, on ne peut pas dépasser Imax. Alors Imax pour le conducteur ohmique, il ne peut pas dépasser 0,4 ampères. Donc, ce circuit-là fonctionne d'une façon normale, il ne sera pas détérioré. Pourquoi? Parce que le point de fonctionnement est inférieur à la valeur maximale. Je ne dirais pas le point de fonctionnement, mais l'intensité est inférieure à l'intensité maximale qu'il peut supporter. Et voilà l'idée du point de fonctionnement. Ça veut dire qu'il nous indique sur l'état de fonctionnement du circuit. Voilà la première méthode de déterminer. Pour dire un contre-exemple là, si on a par exemple la caractéristique de cette façon-là. Nous avons par exemple la caractéristique du générateur et vous avez la caractéristique, vous voyez, si vous prolongez la caractéristique, le point de fonctionnement est supérieur à la valeur maximale qu'il peut supporter. Dans ce cas-là, on aura une détérioration du circuit. C'est ça le but de savoir le point de fonctionnement. Donc j'ai déterminé le point de fonctionnement d'une façon graphique maintenant, méthode par calcul maintenant. Donc un circuit, maintenant on essaie de traiter des circuits électriques d'une façon simple, d'être capable de flécher un circuit et d'écrire les lois qu'on a adoptées précédemment. Par exemple, la tension UPN aux bornes du générateur, il faut avoir l'habitude de représenter un générateur par 6 caractéristiques étant donné la force électromotrice et la résistance interne. J'applique directement la loi E est égal R I. Pour le conducteur ohmique, UAB est égal à la grandeur qu'il... Vous voyez que j'utilise les lois d'Ohm. R fois I. Lorsque le dipôle fonctionne d'une manière normale, je dirais si I est égal à IF, il n'y a pas de détérioration, chaque dipôle fait son rôle. Alors si I est égal à I de fonctionnement, vous voyez que la tension UPN est égale à la tension UAB. UPN est égal à UAB, alors E moins RI est égal à RI. Au point, bien sûr, c'est l'état de fonctionnement est un bon état de fonctionnement. Alors j'en déduis facilement que la force électromotrice est égale à la somme des résistances fois, ma relation est homogène si vous vérifiez les unités. Alors là, le point de fonctionnement IF, je dis le point de fonctionnement, mais une seule partie du point. IF est égal à E sur R plus R. Voilà. Pour que mon circuit fonctionne d'une façon normale, il faut que l'intensité du courant soit égale à E sur R.
Donc, comment peut-on déterminer maintenant l'autre point qui caractérise, ou la valeur de la tension qui caractérise le point de fonctionnement? C'est, on va remplacer dans l'une des deux, on en déduit facilement que, je remplace dans celle-là parce que c'est simple à faire. Donc, le point de fonctionnement de ce circuit-là, UF, si j'ai ma mémoire bonne, c'est R fois R. Voilà, comme ça, j'ai déterminé la tension UF qui favorise le bon fonctionnement. Voilà, ici on a étudié un circuit beaucoup plus simple afin de savoir flécher le circuit et de déterminer le point de fonctionnement. Ça veut dire l'idée que vous devez avoir dans la tête, c'est qu'il ne faut pas brancher ou monter un circuit sans avoir des idées sur chaque dipôle qui va constituer ce circuit-là. Dans un deuxième temps, je m'intéresse maintenant à l'association de l'électrolyseur et de mon générateur. Association, deuxièmement, association, j'efface ça. Deuxièmement, association. J'ai pas de place, c'est pour cela. Association j'utilise ces méthodes-là, d'un générateur ER et d'un récepteur, l'électrolyseur, et, je m'excuse pour les notations, ER'. Alors là, je vais associer maintenant un générateur de force électromotrice E et de résistance interne E et un électrolyseur, un récepteur de force contre-électromotrice. Je répète qu'il faut faire la différence. E, la force électromotrice, c'est la tension qui se trouve entre les bornes du générateur lorsque I égale à 0, mais E', c'est la tension qu'il faut appliquer aux bornes du générateur. Alors, je représente un petit schéma, l'association. Voilà. E, pour que l'étude soit simple, un électrolyseur, un circuit simple. Notre but, c'est de savoir flécher le circuit E'. Donc, le générateur est toujours utilisé dans la convention générateur et le récepteur dans la convention récepteur. La tension U. Donc, premièrement, on va utiliser les points dans le but de ne pas être lié avec ces notations. Là, la tension UAB. Alors, on peut déterminer, donc on peut poser la question, est-ce qu'on aura un bon fonctionnement ou non? Donc, on peut déterminer le point de fonctionnement à partir de la caractéristique. Donc là, on va traiter ce circuit-là de la même manière. Vous voyez la caractéristique étudiée précédemment. Alors là, vous voyez dans la partie linéaire le point de rencontre de la même manière que je ne répète pas. Donc graphiquement, il suffit de prolonger pour déterminer les points en intensité et en tension qui nous indiquent un bon fonctionnement de ce circuit. Je m'intéresse beaucoup à le faire par la méthode de calcul. Là, UPN, la tension entre les bornes du générateur est égale à E moins RI, la loi d'Ohm. UAB est égal E' plus R'. Les points P et N sont dans un même état électrique. Les deux dipôles, on peut dire que la tension UPN est égale UAB. On peut en déduire facilement que E moins RI est égal E' plus R'. Alors, je parle lorsque I est égal, lorsqu'un bon fonctionnement, I est égal IF. Ça veut dire là que la tension F, j'en déduis que IF est égal E moins E' sur
R plus R'. Voilà, vous voyez qu'on a calculé facilement le point de fonctionnement. De la même manière, on peut déterminer la tension en remplaçant I par ici. Donc le point de fonctionnement, on remplace dans l'une I par IF et comme ça on obtient aussi, comme ça on obtient le couple qui caractérise le point de fonctionnement. UF est égal, l'une des deux, E moins R, vous terminez vous-même les calculs ou les relations R plus R. Dans le but de généraliser la façon de déterminer le point de fonctionnement, je généralise ça pour déterminer la loi de Pauli. Grand 4, pardon, loi de Pauli. Grand 3. Loi de Pauli. On généralise dans le cas général. Maintenant, on peut associer des différentes épaules. Je considère la situation suivante, un générateur ER monté avec un électrolyseur, un récepteur, un conducteur ohmique. Notre but, donc E', R', R, voilà. Donc notre but, c'est de savoir flécher un circuit en tension et en courant. Donc, I, le même courant, les dépôts ici sont montés en série, donc ils sont parcourus par le même courant. Et c'est la tension entre les bords du générateur UPN. Donc on va utiliser la loi d'additivité du tension, P, pour vous faciliter les choses. Donc on sait maintenant que les points d'un même fil ont le même potentiel pour ne pas alourdir les notations. Je fais un point intermédiaire si vous voulez. La tension entre les bornes de l'électrolyseur UPA. Voilà, en utilisant la loi d'additivité de tension. Donc ça veut dire la loi de Pouillet n'est que la loi d'additivité du tension. Donc notre but c'est d'avoir dans la tête ou bien de traiter un petit circuit qui contient des différentes dépôles, des pôles passifs, des récepteurs, des générateurs, etc. Alors, UPN est égal UPA plus UAN. Voilà. En utilisant la loi, ou la loi donc pour chaque dipôle, E moins RI est égal UPA E' plus R'I plus UAN RI. Je fais passer d'un côté, bien sûr. Donc là, c'est le bon circuit fonctionne dans un bon état. Ça veut dire c'est le point de fonctionnement ne dépasse pas l'intensité maximale que peut supporter l'un des dipôles. Alors, E moins E' est égal R plus R' plus R fois I. Donc, l'intensité du courant est égale E moins E' sur R plus R'. Et vous voyez, c'est la loi de Pouillet qui nous permet de déterminer l'intensité dans un circuit où les dipôles sont montés en série. D'une façon simple, on peut généraliser cette relation-là si vous avez plusieurs dipôles, etc. Donc notre leçon s'arrête là dans le but de bien réviser ça et que j'espère bien que vous avez bien compris ce que je veux dire. Et merci bien.